Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Anglais des chiffres, tous les dimanches sur LCI de 17h à 18h. Chaque dimanche, nous recevons un grand témoin. Ah, bon, et ben on repart. Attends, je remets un... Ouais, quand vous voulez. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans l'Anglais des chiffres. Tous les dimanches sur LCI de 17h à 18h, nous recevons un grand témoin pour mieux comprendre l'actualité économique, politique, pour identifier avec lui ou avec elle ce qui va durer. Marcel Gauchet, bienvenue. On est très heureux de vous recevoir. Vous êtes philosophe et historien, vous êtes professeur à l'École des hautes études en sciences sociales. Vous êtes aussi responsable éditorial de la revue Le Débat depuis son lancement, il y a une quarantaine d'années. Et vous êtes bien sûr l'une des voix écoutées en France sur les transformations de la société, en France et même au-delà. Vous avez écrit de nombreux livres, il faut citer parmi ceux-là Le désenchantement du monde, c'était dans les années 80. Plus récemment, une série sur l'avènement de la démocratie, collection NRF chez Gallimard, si ma mémoire est bonne. Alors, avant d'entamer notre tour de l'actualité, je voudrais vous demander, au fond, qu'apporte l'histoire pour celui qui s'intéresse à l'actualité? Qu'est-ce qu'elle nous dit de nous-mêmes qui reste aujourd'hui? Le passé ne cesse de ressurgir dans l'actualité. Et très souvent, ce qui nous déconcerte par sa nouveauté relève non pas d'une véritable invention, mais d'un retour de quelque chose qui a été puissamment ancré dans les mémoires de façon même inconsciente et qui revient sous une nouvelle forme. Ce n'est pas la répétition de l'identique, mais nous sommes en permanence dans des retours aux sources. Ça veut dire que il y a un peu l'éternel retour quand même dans l'histoire des hommes, non. Avec des formes différentes, évidemment. Voilà, c'est la grande difficulté est d'associer l'éternel retour et l'invention qui a lieu simultanément dans ce retour. Il faut donc savoir déchiffrer le passé pour comprendre le présent. Ça, je crois que ça reste plus que jamais vrai. Et l'une des failles profondes de la culture normale, démocratique d'aujourd'hui, c'est probablement la mise à distance de ce passé qui rend inintelligible des tas de choses qui, dès qu'on connaît un peu l'histoire, deviennent assez claires. Alors, il y a tout juste un an aujourd'hui, c'était le début d'un mouvement éruptif en France qui a surpris beaucoup de monde. D'ailleurs, beaucoup de monde, tout le monde, disons-le. Vous aviez écrit un papier en 2011, si ma mémoire est bonne, qui pointait les risques de justement des deux France. Je n'étais d'ailleurs pas le seul. Vous n'étiez pas le seul, mais quelqu'un comme Christophe Guilluy, à peu près dans les mêmes eaux, et nous ne nous connaissions pas à l'époque, avait fait des diagnostics semblables. Alors c'est un mouvement qui a quand même finalement changé le cours de la politique économique française. Je vous propose de réécouter un extrait du JT du 17 novembre 2018, il y a un an exactement. Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici les titres. L'appel des Gilets jaunes entendu. Le ministère de l'Intérieur a recensé 3000 actions et 283 000 manifestants dans toute la France. Des Français qui espèrent maintenant que le gouvernement va répondre à leur colère. Vous entendrez leurs témoignages grâce à tous nos envoyés spéciaux. Une mobilisation marquée également par des tensions et des débordements sur les barrages. Certains automobilistes ont tenté de forcer le passage. Une femme est décédée en Savoie. On déplore 227 blessés, dont 6 graves. À Paris, les petits groupes refusent toujours d'évacuer. Nous serons en direct avec notre envoyé spécial, Julien Garel. Voilà exactement le scénario que tout le monde redoutait. Il s'est pourtant produit dès ce matin sur les premiers barrages. Face au blocage des Gilets jaunes, certains automobilistes ont tenté de forcer le passage. Une manifestante a été tuée en Savoie, un homme grièvement blessé dans le Pas-de-Calais. Au total, on déplore 227 blessés, dont 6 graves. Voilà, c'était il y a un an exactement. La France découvrait ce nouveau mouvement. Au fond, rétrospectivement, ce mouvement, est-ce que c'est une nouvelle forme de la lutte des classes sous de nouveaux habits? Oui, certainement. En n'oubliant pas que la lutte de classe n'avait pas disparu, on ne la voyait plus. Et tout d'un coup, elle est reparue sous une forme qu'on ne lui connaissait pas. Elle avait disparu parce qu'elle était associée au grand mouvement d'organisation ouvrière
les grands syndicats, les partis politiques qui représentaient cette cause et qui nous donnaient l'impression que ce phénomène central dans la vie de nos sociétés depuis la révolution industrielle était bien canalisé, que nous le connaissions dans ses manières de procéder. Et là, nous avons affaire à une manifestation de la société complètement différente. Mais en réalité, avec le recul, ce que je crois voir, je crois n'être pas d'ailleurs le seul, c'est qu'on a affaire à une espèce quand même de phénomène très spécifique à la France, qui est la réplique, au sens sismique, de ce qu'a représenté l'élection d'Emmanuel Macron en 2017. Emmanuel Macron a fait exploser le système d'alternance qui était en place depuis 1981 entre le Parti socialiste, droite-gauche. Oui. Et en réalité, le mouvement des Gilets jaunes est venu faire exploser la scène sociale qui, elle, restait en place avec, justement, la négociation collective, ce qu'on appelle... C'est un 2017 sur le plan social. C'est un 2017 sur le plan social, je le crois. Et avec la même inconnue, c'est que comment tout cela entre-t-il, comment donner une forme régulière. Et alors, dans le cas des Gilets jaunes, avec cette dimension supplémentaire, qui est précisément le refus de l'organisation, le refus de l'institutionnalisation, le refus des porte-paroles, qui donne à cette révolte, parce que c'est vraiment, au sens premier du mot, un phénomène de révolte, une colère tout à fait inattendue, parce qu'on pensait être entré dans une ère où précisément le mouvement social se canalise de lui-même en négociation entre des organisations, le gouvernement, des arbitrages publics. Nous ne sommes plus dans ce scénario. Je vous propose qu'on écoute justement un témoignage d'un gilet jaune qui revient sur la difficulté à s'organiser et à ce que le mouvement soit productif sur ce plan-là. Je ne sais pas ce qu'il est devenu, en fait. Voilà. Est-ce que la spontanéité de départ, oui, ça me plaisait. Après le fait qu'il n'y ait pas eu de structure, que ça ne soit pas mieux organisé, etc., parce que chacun a essayé de tirer la couverture à soi, là, ça partait mal. Et aujourd'hui, on le voit, on peut en citer Jacqueline Moureau, j'ai rien contre elle, mais bon, elle a fait son petit parti dans son coin. Benjamin Cauchy, très bien, on pourrait les citer, je me mouille. Benjamin Cauchy, il est allé faire la cour à Dupont-Aignan. Enfin, je ne vais pas tous les citer, mais c'est quoi? Ça veut dire qu'on a saisi une opportunité, et puis après on s'est dit, par rapport à cette opportunité, je vais faire mon petit bonhomme de chemin. Les trois quarts se sont ratatinés au passage. Les syndicats ont, du moins, en tout cas leur influence a diminué, et que la nouvelle contestation, la nouvelle révolte ne produit pas de leader, alors qui va porter la contestation, la colère sociale demain? Nul ne le sait. On est devant donc un agenda même imprévisible. Alors n'exagérons pas la disparition du mouvement social classique. On voit bien que très probablement le 5 décembre, les organisations traditionnelles auront un pouvoir de mobilisation encore considérable. Mais l'important n'est pas tant sur le terrain de la lutte concrète que sur le terrain du diagnostic. Ce que le mouvement des Gilets jaunes a établi, c'est l'obsolescence d'une certaine vision des rapports sociaux en France. Il a imposé une autre image de ce qui se passe dans la société, comme Emmanuel Macron en 2017 avait imposer un autre agenda, une autre manière de faire la politique en fonction d'autres impératifs. On se retrouve exactement dans le même scénario avec une espèce d'inquiétude du coup des responsables devant une société dont il est manifeste qu'ils ne la comprenaient pas. Et de ce point de vue-là, on peut dire le mouvement des Gilets jaunes a réussi. Il n'a pas eu de débouché politique, il a eu un petit débouché social non négligeable, mais il a réussi en exprimant d'abord un immense désarroi social qui va très loin, puisque un grand nombre de Français se sont déclarés sensibles aux revendications des Gilets jaunes, et sur la base
tout simplement, je crois, du constat d'un décalage entre le discours officiel et la réalité vécue par les acteurs sur le terrain. Et de ce point de vue-là, les Gilets jaunes ont changé la scène sociale et politique dans ce pays. De ce point de vue-là, c'est une grande réussite, même si ça n'a débouché en termes d'organisation, de négociation, sur rien. Dans les dernières semaines, on a vu se développer toute une série de contestations qui pouvaient sembler similaires à celles des Gilets jaunes, oui, au Liban, au Chili, évidemment en Algérie pour d'autres raisons, à Hong Kong. Est-ce que, justement, la comparaison qu'on peut faire entre ces mouvements vous semble artificielle, ou est-ce que vous voyez un élément commun entre toutes ces révoltes ? Je crois qu'il y a un élément commun. L'élément commun, dont sa racine n'est d'ailleurs pas très difficile à identifier, c'est le choc en retour de la mondialisation, qui, de manière très différenciée selon les pays, mais en fonction d'un même foyer, agite toutes les sociétés. Et au fond, je crois qu'on voit assez bien le nouvel agenda qui est mis partout au premier plan. C'est-à-dire ? Il tient en très peu de mots. Inégalité, oui, et avec toute la complexité de ce problème des inégalités, qui ne signifie pas nécessairement la revendication de l'égalité des rémunérations entre tous les acteurs, mais la nécessité pour les sociétés de rester cohérentes au-delà des divisions, des séparations, des niveaux de revenus différents des gens qui les peuplent. Inégalité, corruption, le mot-clé qu'on retrouve partout. Et puis, la revendication de reconnaissance et de dignité et la revendication d'efficacité des pouvoirs. L'un des mots-clés qu'on voit partout, c'est l'impéritie, l'incurie des pouvoirs publics. Critique des élites, c'est universel. Hein. Oui, donc il y a bien, au travers de ces quelques mots, un nouvel agenda planétaire, ce qui est fascinant. Ça ne veut pas dire qu'on aura les mêmes solutions partout. C'est-à-dire ça se passe dans des continents complètement différents au même moment. Oui. Comme si finalement le cycle idéologique était planétaire, précisément. Le cycle idéologique est planétaire parce que le cycle économique et social l'est d'une certaine manière, même s'il y a une immense différence entre des pays du Sud émergents pour lesquels la mondialisation apparaît pour une partie comme une opportunité et pour nous autres comme une menace. Mais en fait, au-delà de ces opportunités, il y a aussi une profonde déstabilisation des sociétés, une profonde déstabilisation des appareils publics qui n'arrivent plus à assurer la sécurité ou le fonctionnement des services sociaux élémentaires dont a besoin précisément une population prise dans ce jeu de la mondialisation qui a des exigences très fortes en matière de soutien public, des infrastructures et des conditions de fonctionnement de la vie collective. Vous avez souligné les éléments de convergence de ces mouvements sur le fond. Il y en a un autre sur la forme. Ce sont quasiment tous des mouvements assez violents. Au moins, une partie des manifestants cassent. Et alors, mettons à part le côté de la Bolivie qui a une espèce de tradition en la matière, si je puis dire, mais à Hong Kong, par exemple, oui, non, ça, c'est pas habituel. En France, évidemment, avec les Gilets jaunes, on a vu des scènes de violence tout à fait inhabituelles, comme si finalement ces manifestants récusaient la loi, la légalité, et promouvaient l'idée de la violence légitime. Est-ce que c'est un changement qui est là pour durer ? Je tendrais à le penser, nul ne pouvant se jouer au prophète sur un terrain comme celui-là. Mais il me semble qu'il y a quelque chose de très significatif dans cette violence, qui est d'ailleurs ambiguë et à plusieurs dimensions, mais la principale de ces dimensions me paraît être le sentiment à la fois d'une revendication légitime, mais qui n'a pas à sa disposition un programme qui dessinerait une alternative claire. Et d'une certaine manière, il y a dans ces mouvements une sorte de désespoir, je crois, on n'est plus dans le moment optimiste de ce qu'a pu être l'aspiration révolutionnaire. Il y a à la fois le sentiment qu'on a le droit pour soi dans la revendication de justice, de bon fonctionnement de la vie collective, et l'impossibilité de mettre des noms de responsables, de mettre un programme, de mettre une perspective cohérente. Donc on s'en remet à des gouvernements qu'en même temps on récuse.
Et c'est ça la violence, à mon sens, pour le principal. Même s'il y a toutes sortes d'autres facteurs qui tiennent en particulier, et là c'est quelque chose qui n'implique pas nécessairement la violence au sens physique, mais une espèce de violence endémique des rapports sociaux qui montent aujourd'hui. Qui va au-delà des manifestations, mais bien oui, sûr. Qui tient à la radicalité subjective. Nous sommes dans un monde d'individus qui ne sont pas prêts à céder sur ce qu'ils considèrent comme leur droit d'individu. Et qui donc, de ce fait, sont radicaux, même si ils sont dans un cadre tout à fait calme du point de vue de la vie en société, mais ils ont une pulsion à la radicalité qui est née non plus de la révolte contre l'ordre social, comme dans le vieux schéma révolutionnaire, mais tout simplement de l'affirmation de leur individualité et du droit d'être mécontent de ce qui vous entoure. Un mouvement révolutionnaire mondial, les précédents, c'est quoi? C'est 1968, même si l'époque n'est évidemment pas du tout la même. C'est 1848, où on a vu ces mouvements partir comme un feu de brousse. Hein, c'est une expression de Eric Hobsbawm, qui est historien. Très juste. À quoi faut-il rattacher, au fond, cela? Est-ce que vous y voyez les prémices d'une révolution comparable à celle qu'on a déjà connue? Je me garderai, justement parce que je suis un peu historien, de me lancer dans des pronostics dont nous savons sur ce terrain qui sont généralement démentis. Oui. Alors, la grande différence avec les mouvements qui précèdent, c'est que c'était des mouvements placés sous le signe de l'espérance. Oui. 1848, typiquement, c'est le moment du passage de la vieille Europe féodale, monarchique, à une Europe qui veut être libérale et démocratique. Même 1968, c'est encore l'idée d'un possible révolutionnaire, mais sous le signe non pas des révolutions qu'on a connues au XXe siècle et qui ont débouché sur les totalitarismes, mais au contraire, une révolution libertaire. Il n'y a rien de tel dans l'ambiance d'aujourd'hui. Nous sommes dans une protestation qui est prise en tenaille, je le disais à l'instant, entre le sentiment de sa légitimité et le sentiment en même temps d'une impasse politique et sociale. Où sont les solutions? Nous ne le savons pas. Et de ce fait, il y a une dimension désespérée, une dimension résignée. Le chemin entre la révolte et la résignation est très court. Et on le voit bien, toutes les enquêtes le montrent. Et quelquefois même, c'est l'ambiguïté totale. Je suis résigné, mais je me révolte quand même, parce que je ne vois pas de raison de ne pas le faire. En France, le président Macron a repris l'initiative après ces gilets jaunes au printemps dernier, au fond, et puis ça a été sanctionné par un relatif succès aux élections européennes. Et puis ça se complique. La contestation remonte par des canaux plus traditionnels. Cette semaine, c'était le mouvement des étudiants et celui des hôpitaux. On va écouter le témoignage de soignants qui justement parlent de leur métier et de la difficulté à l'exercer. Ces infirmiers des urgences de Besançon sont en arrêt maladie, un épuisement physique et psychologique. Aujourd'hui, je me considère comme un patient, je suis malade. Je ne me vois pas dans ma situation pouvoir m'occuper de gens malades. Quand vous travaillez dans les box, 10 salles de soins tout seul, de minuit à 6h30, vous posez des perfusions à la chaîne, sans savoir si c'est un homme, une femme. Vous êtes tellement fatigué à 4h30 du mat d'avoir couru toute la nuit sans pause, parce que vous n'avez pas eu le temps de prendre de pause, que vous êtes à l'usine. Avec un seul infirmier pour 10 salles de soins la nuit, Élise assure ne plus être en mesure d'exercer correctement. Je n'en peux plus tout simplement parce que je travaille contre mes valeurs. Je ressors du travail en n'étant pas fière du travail que j'ai pu accomplir au cours de ma nuit. Jeudi dernier, il y a 3 jours, Emmanuel Macron s'exprimait pour répondre justement à la colère des soignants, à la grève des hôpitaux. On l'écoute. J'ai entendu leur colère et leur indignation face à des conditions de travail qui sont parfois devenues impossibles. Face aux salaires compressés, aux rythmes effrénés, aux difficultés matérielles parfois concrètes, dans des services où il n'y a pas plus suffisamment de soignants qui sont là et des difficultés matérielles qui se sont accumulées. Cette situation, elle n'a pas commencé il y a 1 mois, 6 mois ou 1 an. Soyons lucides et honnêtes avec nous-mêmes. Nous en héritons et elle est le résultat d'années et d'années de mise sous tension. Y a-t-il, selon vous, dans le déclenchement de ces mouvements, une responsabilité du gouvernement
soit dans son style du gouvernement ou du président, soit dans leur style, soit dans le fond de leur action politique. Je crois que on est là typiquement devant l'exemple d'une situation dont ce gouvernement hérite et qui vient de bien plus loin. Ça nous ramène aux Gilets jaunes. Les Gilets jaunes ont tout d'un coup fait éclater une situation sociale de la France périphérique, pour aller vite, qui n'était pas du tout prise en compte dans la réflexion politique. Nous sommes, avec le problème hospitalier, devant un phénomène du même ordre. Il s'est installé depuis une trentaine d'années, au moins, parce que les réformes en la matière remontent très loin, système de financement de la sécurité sociale, du système hospitalier. On vivait sur des diagnostics, sur des politiques publiques qui étaient reconduites en réalité consensuellement par la droite et par la gauche, qui avaient des différences politiques, mais une parfaite convergence technocratique. Et sur toute une série de domaines, les évolutions de la société et l'effet des politiques engagées il y a très longtemps sont en train d'éclater au grand jour. C'est en ce sens-là que je crois que l'élection d'Emmanuel Macron a ouvert en réalité une série d'explosions en série dont nous ne voyons pas où elle peut s'arrêter parce qu'elle concerne la quasi-totalité de la vie collective dans ce pays. C'est-à-dire qu'il faut étendre Alors, le bras, malheureux, démonter le moteur et puis tout reconstruire. Voilà. Dans le problème de l'université, il y a longtemps qu'on connaît cette question de la précarité étudiante. Oui. Il y a longtemps qu'on sait qu'on n'a pas de vraie politique universitaire, pas de vrai diagnostic. Alors ça vient toujours par des petits bouts, c'est Parcoursup, c'est les questions de la sélection, c'est ici et là des problèmes qui se déclarent dans des endroits très particuliers du pays. Mais on n'a pas la vue d'ensemble et pas le diagnostic. Et finalement, la politique menée continue comme par devant. Mais là, nous sommes au point de rupture. Non. Et la rupture est en train de se produire en cascade dans toute une série de domaines. L'agriculture, on n'a pas eu encore de choses explosives, mais c'est tout à fait possible. On voit très bien que dans tout un ensemble de secteurs, les politiques héritées, qui datent toutes d'une trentaine d'années au moins, sont en train d'être mises en question. Et le gouvernement actuel, qui s'est installé sur l'idée qu'il amenait de nouveaux diagnostics, de nouveaux moyens, de nouvelles solutions, est en charge de gérer quelque chose qu'il n'avait pas anticipé. Oui. Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose aussi dans le style d'Emmanuel Macron qui a pu justement aiguillonner les contestations ? Oui, sûrement. Sûrement. À la fois, comment dire, Emmanuel Macron s'est trouvé devant un problème quand il est arrivé à la présidence. Sa jeunesse et son inexpérience politique. Il a voulu en rajouter sur l'altitude et le style régalien. Mais par ailleurs, étant donné ce qu'il est, personnellement, et qui avait fait son charme électoral, il n'est pas l'homme du régalien. Il n'est pas... Quand vous joignez la spontanéité qui fait sa qualité, c'est un homme brillant, intelligent, qui parle très librement, mais qui veut en même temps incarner la statue du commandeur. Il y a une contradiction, c'est intenable, évidemment. Et du coup, ça donne quelque chose qui certainement ne lui appartient pas du tout psychologiquement, mais qui crée l'effet d'image, l'arrogance et le mépris. Il n'est ni arrogant ni méprisant en réalité. Mais l'équation dans laquelle il s'est installé au départ a créé cette image très forte d'un pouvoir qui regarde les choses de très haut, et en réalité les regarde avec mépris. L'autre foyer de contestation, c'est bien sûr celui qui se construit autour de la réforme des retraites. Une grève illimitée est déclenchée dans les transports publics à partir du 5 décembre prochain. Et puis de nombreuses catégories professionnelles se plaignent de ce projet de retraite à point, au point que le gouvernement cherche désormais les moyens de reculer. Il pourrait prendre une voie qui nous est décrite par Johan Edgen. On l'écoute. La réforme des retraites devait concerner toutes les personnes nées à partir de 1963. Désormais, il se pourrait que vous y échappiez de justesse, même si vous êtes né un peu plus tard. C'est pas mal. Je m'étais fait des plans, donc je vais pouvoir les garder en tête, c'est bien. Si je ne suis pas touchée, ma retraite sera plus importante, donc j'en tire des bénéfices personnels. Jusqu'alors, seuls certains métiers dits pénibles bénéficiaient d'une application décalée de la réforme.
comme les policiers ou les conducteurs de train. Du coup, cet agent en gare, à la retraite dans 6 ans, trouverait normal d'échapper lui aussi à cette énième réforme. La réforme, ça a commencé avec Sarkozy, après on a eu Hollande, maintenant on a Macron, ça en fait 3 de suite. De 55 ans, je suis passé à 65 ans. Mais avec Macron, à 65 ans, je ne serais même pas sûr d'avoir grand-chose. Alors, pour satisfaire le maximum de Français, une autre possibilité, soumettre à la réforme uniquement les nouveaux entrants sur le marché du travail dès 2025. Ainsi, un tout jeune enseignant cotisera au nouveau régime par points, quand son collègue plus âgé profitera toujours de l'ancien système. Une perspective qui n'enchante pas ses étudiantes de 18 ans. C'est paradoxal que pour des mêmes études, ou de moins le même travail, on n'ait pas la même retraite. Je vois pas pourquoi ce serait juste les jeunes qui rentrent, qui devraient accepter le changement. Tout le monde doit l'accepter, c'est comme ça et voilà. Reculer, c'est désormais la seule solution pour les promoteurs de cette réforme des retraites? Je l'ignore. Il va se jouer probablement une grande réflexion dans les rangs gouvernementaux sur la bonne démarche à adopter. Le fait est que le dossier est très mal engagé. Et on est devant un exemple type des problèmes de la gestion macroniste. L'idée du système universel que représente la retraite par points, validée par l'exemple suédois qui est une réussite, donnait l'impression qu'on allait enfin sortir de ces questions invraisemblables et récurrentes sur les régimes spéciaux et toutes les complications inextricables pour beaucoup de gens d'un système de retraite. Quand vous avez par exemple dû mener plusieurs carrières dans votre vie, où vous changez de système sans qu'on comprenne très bien la règle du jeu. Donc, sur le papier, parfait, avec les écueils bien connus des régimes spéciaux, en particulier ceux du système de transport, mais sur lesquels l'opinion a considérablement évolué. On n'est plus en 1995, où on avait l'impression qu'en défendant les régimes spéciaux de la SNCF ou de la RATP, on défendait l'intérêt général. Tout le monde a compris que c'est des intérêts particuliers. Donc, ils n'ont pas la même légitimité sur la base de ce diagnostic que le gouvernement a pu avancer. Mais on s'aperçoit qu'à l'exécution, qu'à la mise en œuvre, qu'à l'application d'une réforme dont le principe est simple, on soulève une formidable série de questions, elles très compliquées. Qui visiblement n'avaient pas été anticipées. Qui n'avaient pas été anticipées. Et ça donne un peu la note de la difficulté réformatrice de ce gouvernement. Il est parti sur une grande intention réformatrice, mais sans avoir la solidité technique sur tous les sujets qui avaient été envisagés, qui donnent l'impression de découvrir au fur et à mesure. Parce que, ça c'est aussi les conditions d'improvisation dans lesquelles s'est déroulée l'élection de 2017, où Emmanuel Macron a surgi comme un aérolite, mais sans être vraiment préparé au sens fort du mot. Et donc il a, de plus, son équation personnelle en fait un homme d'idées, et il est très bon dans la pédagogie des idées. Mais après, il faut passer à l'application. Et le paradoxe, c'est qu'on a beaucoup reproché à ce gouvernement d'être un gouvernement technocratique. En réalité, c'est un gouvernement très politique, placé sous le signe d'idées qui ont recueilli d'ailleurs un large assentiment, mais qui a un déficit technocratique. Parce qu'il faut tout de même mettre tout ça en musique, et c'est compliqué. On le voit quand la série de problèmes que soulève, a commencé par cette affaire de pénibilité. Où commence la pénibilité? Où s'arrête-t-elle? Comment se traduit-elle? Devant des questions diaboliques de complexité, vis-à-vis desquelles un haut niveau de préparation technique est indispensable. Alors, cette semaine, c'était aussi la semaine des élections en Espagne, c'était dimanche dernier. Élections législatives, elles ont produit un résultat, j'allais dire, inconclusif, puisque le parti qui dirigeait n'a toujours pas la majorité. Mais l'un des faits marquants, c'est bien sûr la poussée de l'extrême droite, du parti Vox, qui se définit comme une alternative patriotique. Dans bon nombre de pays, l'extrême droite a beaucoup progressé ces dernières années. Comment expliquez-vous ce phénomène ? Alors, c'est un phénomène très difficile à déchiffrer parce qu'il est un mélange de choses extraordinairement contradictoires même.
On n'est pas du tout dans une extrême droite classique telle qu'on la connaissait. Là aussi, le monde a changé, l'extrême droite aussi. Ça n'a rien de très surprenant. Et on voit, par exemple, par rapport aux questions que nous évoquions tout à l'heure, d'incurie des pouvoirs publics qui donnent l'impression de pays qui vont à volo parfois, la demande d'autorité est partout très forte. Oui. Ça, c'est une composante essentielle. C'est ce qui reste de la vieille extrême droite. C'est l'autorité. S'y ajoute un problème brûlant, qui le devient partout en Europe, qui est le problème de l'immigration, qui fournit l'aliment normal, principal, plus ou moins xénophobe de ces mouvements. Et puis, il y a encore quelque chose de plus profond. Et dans le cas de l'Espagne, on voit bien qu'en partie, le succès de Vox est le contre-coup de la crise catalane. C'est l'idée de nation qui fait un grand retour, et cela à l'échelle européenne, comme un mouvement particulièrement spectaculaire, mais ça va bien au-delà de l'Europe. Nous avons vécu la séquence de la mondialisation, c'est-à-dire celle du dépassement des nations par l'économie, et d'une certaine manière, nous sommes devant le problème de remettre l'économie dans les nations. C'est ça l'aspiration qui est derrière cette poussée, par ailleurs très confuse. Et l'économie ne se laisse pas faire, elle va finir par se soumettre. Normalement, oui. Mais alors, à quelles conditions? Là, on va être devant une question d'ajustement extraordinairement difficile à gérer. Ce genre de phénomène, ça prend des décennies. Ce n'est pas quelque chose qui se règle à l'échéance d'une élection prochaine. Nationalisme, extrême droite, le retour des années 30, c'est un thème qui a une certaine fortune. Est-ce que vous voyez des éléments communs entre la situation actuelle et celle de l'entre-deux-guerres? Non. C'est un fantasme qui repose sur l'ignorance historique. Quand on connaît un peu ce qu'étaient ces années 30, on voit l'abîme. Quoi qu'on pense de ces formations d'extrême droite, qui sont surtout d'ailleurs des mouvements, comme le mot de populisme qu'on leur accole, plutôt que celui de fascisme qui prévalait avant, le dit bien, on a affaire à des mouvements très peu idéologiques. Les années 30 sont placées sous le signe, au contraire, de partis fondamentalement idéologiques, avec une visée d'imposer leur idéologie dans toute la société. Ce sont par ailleurs des partis, les partis des années 30, très souvent paramilitaires ou appuyés sur des formations... C'est presque la phalange. Bien sûr, en Espagne, on a vu. Et organisés de façon disciplinaire comme des armées. C'est une on l'a dit beaucoup, et c'est vrai, les années 30, c'est la militarisation de la politique, qui va de pair, par exemple, avec les uniformes, qui a vu... Oui, il y avait des résidus, par exemple, aube dorée en Grèce, ça pouvait s'apparenter à ça, mais c'est marginal. Le gros du gros de ces phénomènes relève d'une protestation sans idéologie et sans organisation, et qui même, mieux, récuse l'organisation. On est aux antipodes. Donc ce n'est pas les années 30 qui nous menacent. Ce sont plutôt des phénomènes d'ingouvernabilité et de décomposition des sociétés politiques. C'est très différent. Ce n'est pas la prise de pouvoir par des organisations vindicatives et totalitaires. C'est au contraire un phénomène de décomposition. L'un des phénomènes aussi qui augmente l'ingouvernabilité, c'est l'écologie, la question climatique. La politique est de plus en plus percutée par ces questions qui sont proprement planétaires et assez difficiles à appréhender. Ce qui frappe, c'est l'extraordinaire irrationalité des débats. Je vous propose qu'on écoute Greta Thunberg, qui est la jeune fille qui a connu une certaine notoriété justement en s'opposant... mondiale, en s'opposant violemment à l'ordre des choses actuelles. Et je suis convaincue que le plus grand danger, ce n'est pas le fait d'être inactif. Le plus gros danger, c'est lorsque les entreprises, les politiques font semblant d'agir alors que rien n'est fait. Sauf, évidemment, de belles campagnes de presse et de belles campagnes de communication. Ce phénomène, Greta Thunberg, comment le philosophe que vous êtes l'interprète-t-il ? D'abord, la personne et la manière dont elle a été plus ou moins fabriquée, il faut bien le dire, comme une icône, c'est très frappant. C'est la radicalité adolescente, l'inconditionnalité d'une cause devant laquelle les adultes, pour commencer,
mais aussi la sphère politique et les sociétés, doivent s'incliner. Mais c'est une radicalité irréelle, totalement dépourvue de contenu sur le chemin qui pourrait nous mener même vers la réalisation des buts qu'elle réclame. C'est pas le sujet, débrouillez-vous. Et pour les gouvernements, c'est terrifiant, parce qu'à la fois, cette voie est devenue une sorte de surmoi pour eux, et ils n'ont pas les moyens de répondre à la question, sinon par des demi-mesures qui achèvent de les discréditer. Ça veut dire que ça aggrave la crise démocratique ? Oui, profondément. Je crains, pour tout dire, que cette affaire écologique devienne le déstabilisateur majeur de la démocratie en installant un décalage permanent entre ce que peuvent faire les gouvernements, objectivement, et la demande qui leur est adressée, qui sera toujours... Impossible à satisfaire. Impossible à satisfaire. Et le paradoxe, c'est qu'on est quand même dans un univers où il y a des solutions techniques. Oui, mais ces solutions techniques sont relativement lentes à mettre en œuvre. C'est vrai. Elles sont relativement lourdes du point de vue des contraintes qu'elles imposeront aux sociétés. On ne peut pas s'aveugler. On l'a vu avec les Gilets jaunes d'ailleurs. Ben, bien sûr. Ça va demander des changements de mode de vie très importants. Est-ce que le tourisme mondial et ses taux de croissance incroyables est encore compatible avec la vie sur Terre telle que la voient les écologistes ? C'est pas certain du tout. Je prends cet exemple parce qu'il est typique. Comment on va faire pour faire rentrer toutes ces problèmes, même si on a des solutions techniques, comment on va les faire mettre en œuvre dans des sociétés qui sont extraordinairement rétives en réalité, qui à la fois demandent des solutions, mais les refusent en pratique. Je crois que ça pourrait se traduire, c'est une de mes inquiétudes, par une fuite devant la responsabilité gouvernementale. Comme on parle des maires qui n'ont plus envie d'être maires parce que c'est trop compliqué à gérer sur le terrain, nous pourrions avoir des démocraties sans plus de gouvernement ou de candidats au gouvernement, ou du moins de candidats valables. On approche du terme de l'émission. C'est l'heure de parcourir votre jardin secret avec quelques petites questions. Est-ce que vous êtes consulté de temps en temps par des dirigeants politiques ? Non, très rarement. C'est dommage que les philosophes ne le soient pas ? Nous sommes forcément des dérangeurs, si j'ose dire, par rapport à l'un des plus éminents de ceux avec qui j'ai eu l'occasion de converser m'avait dit « Tout ce que vous dites, et je suis entièrement d'accord avec vous, mais moi, monsieur, je fais de la politique. » Bon, tout était dit. Ça veut dire que dans le monde de la politique, il n'y a pas la place pour une réflexion un peu globale qui se situe en amont des problèmes qu'on a à traiter ? Dans le contexte actuel, qu'est-ce que la politique ? C'est la réaction à des actions qui vous échappent. Fixer des caps dans ce cadre-là apparaît comme une activité chronophage et qui n'est pas rentable électoralement, il faut bien le dire. Vous avez été parfois critiqué comme étant conservateur. Un philosophe peut-il être conservateur ? Vous savez, personne ne maîtrise son image publique. Et si donc des gens pensent que je suis conservateur, ils doivent avoir leur raison. Personnellement, je ne crois pas m'être jamais défini comme ça. Mais je vois bien où est le point. Je me suis défini, depuis que j'existe intellectuellement, comme un démocrate. Ça veut dire que je parle avec tout le monde. Et là, je transgresse une loi non écrite du jeu politique qui est le sectarisme. Je rejette tout sectarisme. Et donc, puisque je parle à la gauche et à la droite, parler à la droite, c'est forcément être un conservateur. Et ça explique... C'est terrifiant comme manière de penser, donc je me sens très libre vis-à-vis de ce genre d'étiquette. Le politiquement correct, est-ce que c'est selon vous une attention extrême portée à l'autre, ou bien au contraire une nouvelle pudibonderie ? C'est une manière de ne pas regarder l'autre. Il est autre, avec un grand A. On ne veut pas savoir quelles sont ses caractéristiques particulières. On s'en moque. On ne veut considérer que sa personnalité abstraite de droit. Donc il a tous les droits et on ne sait pas qui il est. Mais ça n'a aucune importance. Donc je crois que c'est un mouvement, c'est un phénomène d'opinion terrible par la méconnaissance qu'il sécrète au regard de l'attention véritable à l'autre qui est de le prendre avec ses caractéristiques et les problèmes que posent ses caractéristiques, bien sûr. C'est découper un autre abstrait à l'intérieur des autres concrets. Moi, je suis pour les autres concrets.
Comment est-ce que vous expliquez l'extraordinaire essor du politiquement correct et c'est parti des États-Unis il y a une trentaine d'années, mais on voit que en France, dont a priori on pouvait se dire qu'elle n'était pas susceptible d'être... Ça, je ne l'ai jamais cru. C'est vrai ? Non. Comment vous expliquez l'essor de ce politiquement correct ? Alors, c'est un phénomène, là aussi, à plusieurs dimensions dont on pourrait parler très longuement. Je pense que, d'abord, il fournit un aliment de substitution à la gauche qui n'a plus de projet révolutionnaire. Ouais. C'est la gauche radicale a investi là-dedans, faute... Elle peut dénoncer ses adversaires à défaut de nous dessiner un avenir radieux. C'est très important. Et puis, il y a quelque chose qui correspond à une évolution en profondeur de nos sociétés, qui est ce triomphe de la vision des personnes en termes de droits. Donc, toute menace qui est susceptible d'atteindre leurs droits devient un tabou majeur. Et les droits, c'est « j'ai droit à tout ». Oui, c'est j'ai proposé de réformer les déclarations des droits de l'homme dans une proposition très simple qu'on pourrait même donner aux enfants des écoles. Tout le monde a droit à tout de suite. Et tout le temps. Dernière question, quel est le dernier bon livre que vous ayez lu ? J'en lis beaucoup de bons. Oui. Je vais parler... Le dernier en date. Le tout dernier. Ou celui dont vous voulez parler. C'est même pas un livre, c'est un très long article, qui devrait être un livre en fait, d'un ancien ambassadeur, ancien patron de la DGSE, qui s'appelle Pierre Brochant, qui a publié sous l'égide de la Fondation Res Publica un texte qui Celle de Jean-Pierre Chevènement. La Fondation de Jean-Pierre Chevènement, un texte que je crois remarquable, parce qu'il est la première tentative de vraie prise en compte globale du problème de l'immigration. Du point de vue de la responsabilité civique, ce texte, qui je crois est en ligne sur le site de la Fondation Res Publica, est un modèle de ce que devrait être une vraie réflexion politique sur un des sujets les plus difficiles auxquels nous avons affaire. La façon dont il sait concilier la rigueur d'un haut fonctionnaire et l'humanité de l'homme qu'il est me paraît un modèle du genre. À suivre donc. Merci à vous, Marcel Gauchet, d'avoir partagé cette heure avec nous et votre vision de l'actualité. Merci de nous avoir suivis. Nous nous retrouvons bien sûr dimanche prochain à 17h sur LCI. Et en attendant, vous avez rendez-vous dans quelques instants avec Amélie Carouer pour En toute franchise. Bonne semaine.